À quel moment vous avez compris qu'un catalogue musical était un actif et pas seulement une œuvre? Le jour où je suis arrivé chez Universal et j'ai vu 2000 salariés, 14 étages, 50 000 mètres carrés de bureaux, je me suis dit, OK. En fait, quand j'ai commencé à comprendre le modèle économique des maisons de disques, aujourd'hui, c'est des mecs qui géraient des milliards d'euros. Quand j'ai vu les chiffres, quand j'ai vu le nombre de personnel qu'il y avait dans ces boîtes, et qu'en fait, que j'ai compris leur modèle économique, il était basé à 100% sur de la gestion de back catalogue, je me suis dit, OK, là, il y a un marché qui est absolument dingue. Et quand j'ai compris comment c'était opaque, et comment les contrats étaient faits de telle manière à toujours en avoir plus, je me suis dit, OK, les maisons de disques, elles sont là depuis longtemps, elles ont bien compris, elles ont posé leur sac ici et c'est parti, quoi. Et avant ça, est-ce que vous aviez une vision business autre que les catalogues musicaux? Non, parce que j'ai connu ma première signature, c'était avec Romain. Avant qu'il nous rejoigne, il était directeur chez Universal. Et donc, du coup, on a fait notre premier deal qui était à l'avantage des maisons de disques parce que nous, on était tout petits. Mais j'avais pas du tout la vision de ce que c'était la musique. Parce que c'est quand tu rentres dedans que tu t'aperçois le nombre de canaux incroyable de possibilités de récupérer de l'argent, le travail, l'anticipation pour que les sons soient à toi, enfin toute la partie technique, tu peux pas t'imaginer que ça génère autant et que les catalogues puissent rester autant de temps, parce que pour une personne classique, tu te connectes, t'écoutes un son, 2 semaines après il est plus tendance, donc tu vas te dire bon bah ok, ça brasse pas comme à l'époque des vinyles quoi, ou des CD quand tu les achetais, et ben en fait tu t'aperçois que si, ça dure des années et des années, et c'est ça qui est fou. Et moi, j'ai découvert cet univers de la musique en fait avec une casquette à la base d'investisseur. Et je suis tombé sur une proposition d'investissement lancée par un club, le club d'Éric Larchevêque, Day One à l'époque, qui est devenu Invest, et il proposait ce qu'ils appellent les drops, c'est-à-dire des possibilités d'investir dans un deal négocié spécialement pour les membres du club. Et là, je suis tombé, c'était l'été dernier, je crois. Je suis tombé sur le drop d'Hipster. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est génial. Non seulement là, les rentabilités proposées étaient dingues par rapport à des produits financiers classiques, mais en plus, t'adoses ça à la musique. La musique, bon, universelle, forcément, tout le monde connaît, mais c'est un sous-jacent qui est extrêmement fort. Déjà, bon, qui peut traverser toutes les crises comme si de rien n'était. Et en plus, il y a ce côté-là émotionnel, quoi. Alors non seulement tu donnes de la rentabilité à tes placements, mais en plus tu leur donnes de l'émotion, je trouve. Et là, je me suis dit, il faut. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Cyril, on est resté, premier appel, je crois qu'on a dû rester 2 heures au téléphone. Ah, j'ai raccroché, je faisais des bonds partout, je signale, donc je vois l'envers du décor, quoi. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai intégré la structure. Bon, et maintenant, moi, je m'occupe de toute la partie finance, quoi, on va dire. Ah oui, t'es rentré petit à petit, mais dans l'évolution, d'abord t'es rentré en tant qu'investisseur, après t'as commencé à investir sur des catalogues, t'as commencé à mettre en place de l'argent dans la boîte, et après t'es devenu DAF, plus directeur de la finance aujourd'hui en totalité. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important pour nous, d'avoir un mec de chiffres qui rentre dans la boîte et qui continue à y trouver un intérêt incroyable. C'est vrai que ça a changé quand même beaucoup de choses, quoi. Mais moi, je pense que celui qui peut en parler mieux des catalogues, ça reste Romain, parce que lui, ça a été son métier pendant 20 ans, hein. Ouais, moi j'ai fait quasiment 20 ans en major compagnie. Et dans ma carrière, j'étais notamment pendant 3 ans responsable, j'étais directeur général en fait du special marketing et back catalogue, et j'étais ensuite pendant 3 ans et demi directeur général d'un label de Frontline. C'est là que j'ai rencontré Cyril. Frontline égale nouveauté. Et donc pour en revenir sur cette notion de back catalogue, travailler le catalogue et travailler la nouveauté, ce sont deux métiers qui sont très différents. Travailler de la nouveauté, ça veut dire prendre des risques sur des produits qui sont pas encore sortis, voire parfois sur des artistes qui n'ont pas encore été couronnés de succès. Donc ça veut dire identifier un artiste, ça veut dire investir dessus, ça veut dire prendre un risque pour espérer générer un retour sur investissement. C'est ce qui constitue d'ailleurs le catalogue de demain. C'est-à-dire la nouveauté qui marche aujourd'hui fera le catalogue de demain. Travailler le catalogue, c'est quelque chose de complètement différent. C'est s'adresser à des audiences, à des fanbases qui sont déjà constituées. Quand vous travaillez de la nouveauté, quand vous travaillez un nouvel artiste, vous allez chercher le public potentiel de ce nouvel artiste pour voir si ça répond ou si ça marche. Et quand vous travaillez un catalogue, c'est-à-dire des projets qui sont déjà sortis, qui ont déjà été travaillés, vous parlez à une audience qui est déjà constituée. Donc c'est deux métiers très différents.
Donc des maisons de disques, elles travaillent aussi bien les anciens enregistrements, en essayant de revendre toujours un peu la même chose aux audiences déjà constituées. Donc c'est soit en remettant en avant, en rappelant en fait au public que tel ou tel enregistrement ou tel artiste existe, ou bien en remixant, en remasterisant, en faisant des documentaires, des biopics, enfin tout ce qui nous rappelle en fait que des chansons existent et qui nous donne envie de les réécouter. Faire de la nouveauté, c'est quelque chose de complètement différent. Moi, quand j'étais dans ce métier-là, je devais fournir des projections financières pour ma direction et donc pour les actionnaires de la boîte. Et il est vrai que quand vous devez fournir une projection financière sur une nouveauté, c'est pas du tout le même travail que de fournir une projection financière sur du catalogue, notamment avec l'avènement du digital, où on s'aperçoit que puisque les modes de consommation font que les auditeurs, les consommateurs aujourd'hui mettent des titres dans des playlists personnelles sur leur téléphone et que ça résulte dans des écoutes régulières d'un morceau de musique, ça c'est beaucoup plus facile à prévoir puisque vous bénéficiez d'historiques assez longs et assez anciens. C'est beaucoup plus facile à prévoir et donc de construire un budget à partir de ça que sur un artiste qui a jamais rien sorti ou même sur un nouvel album d'artiste qui existe déjà, mais on ne sait pas du tout si son album, si cet album-là va marcher ou va pas marcher. Donc moi j'ai compris l'intérêt, alors j'ai fait un peu un grand chemin pour rebondir sur la question d'origine, mais moi c'est en ayant été dans le cœur du réacteur et en ayant été confronté à ce besoin de prévoir, ce besoin d'anticipation que j'ai compris que les catalogues musicaux aujourd'hui constituer une manne de revenus qui est extrêmement intéressante d'un point de vue capitalistique et financier. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un actif d'un catalogue musical apporte qu'un autre actif n'apporte pas ? Déjà, la rentabilité de nos produits. Aujourd'hui, notre produit de base, il assure quand même une rentabilité de 10% par an. Donc, vous placez 100 000, percevez 10 000 euros chaque année. Donc ça, c'est notre produit de base. Ensuite, on a d'autres produits qui sont adossés à la performance des artistes, où là, on peut atteindre des rentabilités beaucoup plus élevées. Ensuite, je dirais spécifiquement à la musique, c'est le côté décorrélé des marchés financiers, quoi. Il y a pas de yo-yo, c'est pas les montagnes russes, c'est pas le Bitcoin. On a vraiment aujourd'hui une lecture, une projection quasi mathématique de ce qu'ont fait, ce qu'ont généré les artistes par le passé. Pour les back catalogues, vraiment une traçabilité. On sait combien demain cet artiste va générer. Pour les nouveautés, c'est un peu plus fluctuant, mais là aussi, on a des algorithmes qui nous permettent d'avoir des projections plutôt fines. Et donc voilà, c'est un actif en fait, la musique, qui traverse toutes les crises. Hier, il y a eu le Covid. On a continué à écouter de la musique, les bourses se sont effondrées. Il y a une guerre, il y a n'importe quoi. En fait, tout le monde continue à écouter de la musique. Et nous, le système, on l'a peut-être pas dit, mais en fait est basé sur la distribution musicale. Nous, en fait, c'est toutes les écoutes de plus de 26 secondes, c'est ça, c'est ce qui caractérise en fait un stream. Ça va générer un revenu pour l'artiste. Alors, selon les plateformes, les distributeurs et tout, le revenu est fluctuant, mais grosso modo, c'est 3,50 € pour les 1000 écoutes, en fait, pour les 1000 streams. Les grands avantages de la musique. Alors après, peut-être que Romain, Cyril, vous me complétez. Non, mais tu as raison. Pendant le Covid, le marché de la musique a continué de progresser. Il y a eu quand même plusieurs guerres qui ont été déclenchées ces 10 dernières années. Le marché de la musique a malgré tout continué à progresser au niveau mondial. Et au niveau mondial, justement, c'est Goldman Sachs qui prévoit, entre guillemets, une augmentation de l'ordre de 6% par an jusqu'en 2030. Oui, au-delà de 2030 même. Voilà, donc on est sur un marché stable, dynamique, zones géographiques qui sont en plein boom là-dessus. Et en plus, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'associe, les artistes, nous, on utilise en plus des algorithmes de l'intelligence artificielle pour les déceler très tôt. Les artistes émergents via leurs réseaux sociaux, etc. Nous, on a plein de signaux de warning qui nous permet d'identifier tel ou tel artiste. Et donc voilà, plus on les prend entre guillemets tôt au début de leur carrière, meilleurs seront les contrats. Et on est vraiment dans une relation vraiment gagnant-gagnant par rapport à l'artiste aujourd'hui. Warren Buffett avait dit que c'était l'or numérique. Aujourd'hui, c'est le prochain or numérique. Et ça l'a toujours été depuis la naissance du streaming. Ce qui est sûr et certain aujourd'hui, c'est qu'en effet, c'est
C'est un actif économique qui ne baisse pas, c'est un actif économique qui est mesurable. Grâce à l'IA, on le mesure de plus en plus. On a beaucoup plus d'informations parce qu'on va récupérer non seulement les gens qui écoutent, si c'est des auditeurs, des super auditeurs, est-ce que c'est des gens qui passent leur vie à écouter? Parce qu'on analyse aussi maintenant les gens qui écoutent. Cette personne-là, si c'est un super auditeur, parce que c'est un mec, je sais pas moi, qui est chez lui et qui fait rien de sa vie, qui écoute la musique toute la journée, ben ça sera un mec qui, quand il va se caler sur un nouveau projet ou un nouveau style musical ou un nouvel artiste, ben il aura plus d'impact qu'un chef d'entreprise qui a pas le temps d'écouter la musique toute la journée. Et donc même eux sont notés. Et donc il y a une espèce d'analyse qui est de plus en plus poussée et qui est peut-être même un petit peu flippante en soi, parce qu'on arrive à déterminer quand même, se dire cet artiste-là va fonctionner ou cet artiste-là ne fonctionnera pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le Graal, je pense, dans tout secteur d'activité. C'est comme si on pouvait aujourd'hui, par des moyens vraiment logiques, de dire ben, cette crypto-monnaie va vraiment marcher, sûr et certain. Et là, automatiquement, ben, ça reste... du coup, le hasard n'a plus trop de place et les algorithmes prennent le relais. Et on arrive à donner notre côté humain et notre réflexion humaine adossée à ça, à des résultats absolument incroyables.